Tu as plus peur pour ta vie, oui. C'est pour ça que j'ai eu pas mal de problèmes, vraiment pas mal de problèmes qu'avec le temps je suis surpassée. Et puis j'ai amené ici mes deux filles qui sont trop petites, c'était trop petites, trop petites. Elles sont encore petites. Et je suis là depuis une année maintenant, ça va faire 1 année et demie, ça va faire 2 ans au mois de juin. Donc c'est mon 2e hiver. Et voilà, des fois tu t'ennuies de ton pays et des fois c'est si bon de ne pas avoir autant de problèmes que j'avais avant. C'est si bon de respirer, de tourner la page, de refaire ta vie. Oui. Alors moi, pour vous dire que j'étais juste chanceuse pour avoir connu Rénovie. C'est pas leur priorité, mais ils m'aident. Je peux maintenant sortir de chez moi, venir ici, prendre mon café en étant à Rénovie, parler avec les personnels de Rénovie, les employés. C'est pour moi déjà une aubaine. Vraiment, je pense que c'est vraiment difficile de s'intégrer. En plus que tu es à Châteauguay, c'est vraiment difficile. À Châteauguay, être réfugié et rester à Châteauguay, non, je veux dire que c'est vraiment très difficile. Être une maman, être célibataire, peut-être que tu pourras aller là-bas, que tu pourras même déménager, oui. Pourquoi tu vas rester ici? Mais là, je reste parce que je ne peux pas m'éloigner des Rénovie. Vraiment, je ne peux pas m'éloigner d'eux. Mais je ne peux pas parce que c'est eux les personnes qui peuvent m'aider, c'est eux. Si la nuit, mes enfants sont malades, je peux l'appeler le matin pour me dire « Diane, tu peux venir me voir, m'amener à l'hôpital. Tu peux venir aujourd'hui, je ne me sens pas bien, m'amener à la clinique. » Elle vient me voir, même si je n'ai pas de rendez-vous avec elle. Donc, c'est juste une chance que j'ai. Voilà, Je m'appelle Diane Dupuis, je suis coordonnatrice générale d'un organisme qui s'appelle Rénovie depuis 1 an et demi. La mission de Rénovie, c'est un centre d'entraide pour femmes en processus de séparation, de divorce, des femmes monoparentales et des femmes qui sont en famille reconstituée, dans le but de les aider à reprendre de créer un centre d'entraide et de les aider à reprendre du pouvoir sur leur vie. Donc, c'est grosso modo la mission. Et par l'intervention féministe et par l'action communautaire autonome. L'action communautaire autonome, c'est être en mesure de prendre justement part à la communauté, d'être en mesure de se dire j'ai reçu une aide dans un organisme, j'ai le goût de m'impliquer dans cet organisme-là, j'ai le goût de donner, j'ai le goût de participer au processus décisionnel. Donc, je m'implique, je deviens membre et je fais en sorte de pouvoir participer activement, bénévolement au bien-être de la communauté. C'est un peu comme donner au suivant. C'est un peu, ça devrait être donné au suivant, effectivement. Il y a toutes sortes de programmes. Une femme est en processus de séparation, se fait dire par du bouche-à-oreille, par exemple, va chez Rénovie, ils ont des programmes pour t'aider à prendre la décision. Alors, une femme peut rentrer chez nous par ce biais-là. Donc, elle rencontre une intervenante spécialisée qui l'écoute et qui va pouvoir déterminer, selon le degré de souffrance que cette femme-là peut avoir, si elle est prête à faire face à la réalité, à lui donner tous les outils possibles, à l'outiller justement pour qu'elle soit capable de prendre la décision. Et par la suite, peut-être même de pouvoir se joindre à des groupes, un groupe d'entraide qui s'appelle les étapes de la rupture, entre autres, qui permet aux femmes de pouvoir passer à travers une séparation par toutes les étapes du deuil, de la colère, etc., etc. Le groupe
c'est aussi une façon de sortir de l'isolement et de se faire des amis ou un groupe d'entraide pour la suite des choses. Parce que de prendre la décision de se séparer, c'est aussi de prendre une décision de mettre fin à une vie sociale qu'on pouvait avoir. Donc, on est là pour faciliter les réseaux d'entraide entre les femmes pour qu'après ça, elles puissent elles-mêmes pouvoir s'entraider. J'ai un groupe, par exemple, une intervenante a fait au printemps dernier, où ces femmes-là, quand elles ont fini les étapes de la rupture, elles ont créé leur propre page Facebook entre elles. Donc, elles continuent de s'entraider, à se garder les enfants les unes les autres, à pouvoir vraiment se donner des trucs, etc., etc. Et c'est grâce à nous qui les avons unis ensemble. Ça c'est un programme qu'on fait. Sinon, il y a un camp de répit. Donc, une fin de semaine sur 2, on offre aux femmes monoparentales qui n'ont pas de répit, entre autres, de pouvoir garder leur enfant sur une période de 24 heures. Donc, du samedi 13h au dimanche 13h, ces femmes-là peuvent avoir un répit, justement, en emmenant leurs enfants et qui sont supervisés par 2 éducatrices. On offre une panoplie d'autres activités aussi. On travaille aussi avec les enfants qui sont de familles séparées. Donc, ces enfants-là peuvent, par le biais d'une activité qui s'appelle Samedi de m'en sortir, être en mesure de pouvoir s'exprimer sur la séparation de leurs parents. Donc, c'est des séries d'ateliers qui leur permettent justement de comprendre qu'est-ce que c'est une séparation. Et on travaille aussi avec les parents dans cette optique-là pour essayer d'aider la famille en général, la femme en particulier, à pouvoir mieux communiquer avec son enfant par rapport à une séparation. Il y a des femmes qui vont venir aussi, qui vont arriver à Renouvier, sont référées par le CLSC, ils ont besoin d'aide. Des fois, c'est des femmes qui vivent de la violence conjugale. À ce moment-là, nous, Renouvier, on va référer plutôt, parce que nous, on ne s'occupe pas vraiment de la violence conjugale. Ce qu'on fait, c'est qu'on réfère à nos partenaires, entre autres la Maison de la Ressource. Il y a des femmes qui vont arriver avec d'autres problématiques. On va les aider toujours. Toutes les femmes sont les bienvenues à Renouvier. Là. On est là pour les diriger, les référer. Des fois, nous, les femmes peuvent arriver et dire qu'ils ont un problème de logement. Bien, nous, on va les aider, on va les référer au comité logement. Donc, c'est un centre de référence aussi pour les femmes. Et on a aussi un programme qui s'appelle le PASS, qui est un programme d'action communautaire pour enfants, mais on s'occupe plutôt des femmes et de leurs compétences parentales. Donc, développer des compétences parentales et les aider à mieux comprendre leur rôle de parent et de les suivre dans un processus. Souvent, c'est des femmes qui sont déjà... souvent, il y a toutes sortes de femmes. Il y a des femmes qui viennent par elles-mêmes. Il y a des femmes qui sont référées par le CLSC. Il y a des femmes qui sont référées par les centres jeunesse, la DPJ. Donc, on travaille tout ensemble au bien-être des femmes en général. Et il y a des activités pour toutes les femmes, question de pouvoir partager des moments entre femmes. C'est quoi nos besoins, c'est quoi nos rêves, c'est quoi notre situation, d'autres pour être mieux armées à faire face à tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Ça s'est joué. Bon, on sait que l'austérité, c'est les femmes qui la subissent en priorité, sur tous les plans. La pauvreté chez les femmes, surtout les femmes monoparentales, elle est exponentielle à la situation qui se passe dans la société. Les coupures de postes dans le public, c'est les femmes en général. Le travail des groupes communautaires, ce sont des femmes. Les postes sont occupés à 80%. Il n'y a pas eu d'augmentation. Il y a eu des petits ajustements à chaque année, mais certains groupes communautaires souffrent tellement d'un manque de financement que les femmes gagnent des salaires dérisoires et leurs tâches augmentent de plus en plus parce qu'au public, on coupe, donc c'est le communautaire qui reçoit. Chez nous, à Renouvier, des fois, il y a des demandes auxquelles on ne peut pas répondre parce que ce n'est pas dans notre mission. On ne fait pas de banque alimentaire, on ne fait pas... Par contre, ce qu'on fait, c'est d'essayer d'aider les femmes à reprendre possession de leur vie, à rentrer dans un processus pour se sortir de la pauvreté. Donc, par exemple, on leur demande, on regarde ce qu'on peut faire pour elles, on les réfère dans un centre local d'emploi pour voir s'il n'y a pas une formation. Récemment, on apprenait que le centre local d'emploi de Châteauguay fermait. Pour nous, c'est une catastrophe parce que comment vont faire ces femmes-là qui n'ont pas d'auto
pour pouvoir se rendre à Saint-Constant, pour pouvoir être en mesure de payer un autobus, un train et un autobus, pour payer 30 $ alors qu'elles ont à peu près 600 $ par mois. Donc, le fardeau va retomber encore sur les groupes communautaires et dans notre mission, c'est pas de faire du taxi avec ces femmes-là. T'sais, on peut les accompagner une fois ou deux à l'aide juridique, par exemple, quand elles ont besoin d'avoir quelqu'un de confiance. Mais notre rôle, comme groupe communautaire, c'est pas de faire du taxi parce qu'on a pris une décision en haut de couper un centre local d'emploi dans une ville comme Châteauguay qui contient quand même 50 000 personnes. Là. Plus les environs, les gens de Ville-de-Léry, c'est la même chose. Ça va être encore pire de pouvoir se rendre à Saint-Constant. On tient pour acquis qu'il y a un transport, mais on le sait qu'il y a une absence totale de transport intermunicipal ici dans la région. Là. Donc, pour nous, c'est un fardeau de plus. Les femmes n'auront pas la possibilité... n'auront pas la... En tout cas, ça va être dur de pouvoir se dire « Oups, je prends mes 2 enfants là, qui sont d'âge préscolaire parce que j'ai pas de garderie. Puis là, je fais le trajet Châteauguay, Montréal. Je traverse le pont Mercier. J'espère que c'est pas comme ce matin parce qu'il était bloqué. Donc, je m'en vais. Après ça, je reprends un autre transport. Je prends le pont Champlain pour aller à Brossard. Écoutez, c'est complètement ridicule. Puis c'est 30 $ à chaque fois, là. Donc, comment on fait pour aider ces femmes-là quand on leur dit de reprendre leur pouvoir, de pouvoir se ressortir de la pauvreté, d'aller suivre une formation? C'est comme assez aberrant, là, cette situation-là. Puis c'est ça. Puis ça force un peu le communautaire, dont vous, de sortir un peu de votre mission, en fait, parce que... Bien, c'est sûr qu'on ne va pas les laisser dans la rue sans les aider. En même temps, on va se battre. Et on va se battre pour que cette situation-là ne se retrouve pas, que ce fardeau-là ne se retrouve pas sur les groupes communautaires, parce que ce n'est pas notre mission. On ne peut pas remplacer les responsabilités du gouvernement. Dans le contexte d'une loi 70, je le rappelle, où on va demander au premier demandeur d'aide sociale de pouvoir se rendre plusieurs fois dans son centre local d'emploi, c'est complètement aberrant. Puis je voudrais souligner que les premiers demandeurs de l'aide sociale, c'est pas nécessairement des jeunes qui ont 18 ans puis qu'on traite de paresseux. C'est aussi des femmes qui ont décidé, par exemple, de quitter leur mari parce qu'elles vivaient une situation épouvantable, souvent de violence conjugale, par exemple, et qui, à 50 ans, 55 ans, parfois, fait une demande d'aide sociale pour la première fois. Ils vont être soumis aux mêmes critères que ceux qui ont 18 ans. Et là, ils vont devoir prendre 30 $ de leur maigre salaire de 600 $ par mois pour pouvoir se taper le transport de 2 heures à 2 heures et demie de trajet pour aller dans leur centre local d'emploi. Ça n'a pas de bon sens. Alors, on va faire quoi, nous, comme groupe communautaire? On va les accompagner et on va jouer au taxi. De l'autre côté, nos bailleurs de fonds qui nous financent pour notre mission vont se dire, mais voyons donc, qu'est-ce que vous faites là? Mais on fait quoi? On est pris avec des humains. Donc, on va se battre pour que cette situation-là ne se perpétue pas, là. Et oui, puis il y a des coupures dans le communautaire aussi parce qu'il y a des coupures partout. On ne sait pas qu'est-ce qui va devenir de nous dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis vous savez, pour attirer des bons emplois, pour avoir des personnes qui veulent travailler dans le communautaire, il faut qu'on soit capable de leur offrir des bonnes conditions de travail aussi. Donc, si on accepte de faire double, triple, parfois quadruple tâche, on se tire dans le pied soi-même, là. Et on n'aidera pas les gens parce qu'on pourra pas accomplir nos missions profondément, là. Pour l'instant, à Renouvy, en tant que tel, on a de plus en plus de demandes, mais c'est des nouvelles demandes, mais pas... on s'attend à ce que ça soit plus présent, là. OK? On sent qu'il y a les gens qui viennent pour toutes sortes d'autres choses. Par exemple, pour le logement. C'est pas une foule, là, énorme, mais ils viennent, par exemple, pour le logement parce qu'ils ont entendu parler, quelqu'un leur a référé Renouvy. Alors, nous, on les réfère ailleurs parce qu'ils payent de plus en plus cher. Et ce que je remarque, par contre, et avec beaucoup pas de plaisir, parce que j'aimerais ça qu'on n'existe pas si on n'avait pas besoin d'exister, là, mais avec beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Je remarque que des femmes immigrantes, réfugiées, qui viennent de plus en plus cognent à nos portes parce qu'il n'y a aucun service d'aide pour elles. Sauf que là, nous, on n'est pas spécialisés là-dedans. On va essayer de les aider dans notre créneau.
Oui, bien, on sait que l'augmentation des migrants et de réfugiés à Châteauguay va être de plus en plus grande compte tenu de la gentrification à Montréal. Le prix des loyers, les gens vont s'en venir ici. De pouvoir de travailler, ou les maisons qui sont moins chères aussi. Pour les jeunes familles qui ont le goût de s'établir, qui ont un travail, bien, ils vont s'en venir beaucoup plus par ici, compte tenu que les hypothèques, les maisons sont moins chères. Et aussi le prix des loyers qui augmente de plus en plus, même dans les villes comme Verdun, La Salle, La Chine, eux aussi augmentent les loyers, donc ils s'en viennent de plus en plus ici. Il y a aussi tout le cas des réfugiés. Donc, vous savez, comme société, quand on accepte des réfugiés, il faut être en mesure de pouvoir leur venir en aide et de mettre des bonnes pratiques et de mettre des structures en place pour pouvoir les intégrer. Okay? Pour l'instant, je ne le sais pas, à Châteauguay, il n'y a aucune aide aux réfugiés, il n'y a aucune aide aux immigrantes non plus. Donc, ce sont les groupes communautaires, quand on peut les avoir, qui vont essayer de les guider. Mais on n'est pas en mesure de toutes leur donner l'information parce que nous, chaque groupe communautaire est spécialisé dans sa mission, là. Mais on va le faire quand même parce qu'on est du communautaire puis on ne laissera pas les humains. Nous, on travaille pour les humains, on ne travaille pas pour les performances, là. Donc, sauf qu'en même temps, si cette situation-là s'amplifie, on va être encore pris pour pouvoir, je dirais, assurer ou assumer un rôle qui devrait être le rôle de l'État. En fait, nous, c'est arrivé, OK? On a reçu des femmes. On va aider là où on peut aider. Donc, par exemple, les diriger si elles veulent. Parce que vous savez, ces femmes-là, elles veulent s'établir, elles ont quitté un pays, elles ont souvent un traumatisme. Elles traînent un traumatisme. Puis là, ce qu'elles veulent, là, c'est de s'occuper d'elles et de leurs enfants. Là, je vais parler pour les populations que je connais. Et donc, c'est sûr que se sortir de la pauvreté et de l'aide sociale, OK, elles le veulent par tous les moyens parce que tu ne vis pas avec l'aide sociale, surtout quand que tu ne vis pas ni seule ni avec des enfants. Et elles ont des blocages un peu partout. Elles peuvent pas, elles ont la volonté de le faire. Et donc, une chance qu'elles peuvent venir chez nous parce que nous, on peut essayer d'aller cogner à des portes avec elles qu'elle ne connaît pas. Par exemple, elle ne savait pas qu'un député existait parce qu'on leur a pas donné un cours d'histoire, un cours de politique, puis un cours de structure. Hein? Quand elles sont arrivées à Châteauguay, il n'y a personne qui les a aidées. Donc, nous, on est là au moins pour leur donner les références et les accompagner dans ces références-là. Dire que, par exemple, la reconnaissance des acquis au niveau des diplômes existe. Elles ne se sont pas fait dire ça. Le Centre local d'emploi n'était pas, en tout cas, le cas où nous, on a accompagné une femme, il a fallu qu'on aille avec elle. Elle était réfugiée, il a fallu qu'on aille avec elle, qu'on l'accompagnait au Centre local d'emploi pour se faire comprendre, pour comprendre qu'est-ce qu'elle voulait, c'était quoi ses besoins exactement aussi. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes besoins que la personne qui est née ici. Elles viennent d'arriver, donc c'est assez difficile des fois là, de pouvoir, parce que ça fait pas partie de notre mission, mais en même temps, on peut pas laisser tomber les femmes qui se présentent chez nous, là. C'est certain, parce qu'il y en a aussi qui traînent, ils traînent leur bagage, tout le monde, on a notre propre bagage, notre propre culture, donc elles arrivent souvent dans une société complètement différente de la leur. Il faut leur expliquer les lois. Entre autres, comme femmes, il faut leur dire qu'ici, les femmes ont des droits, parce que dans certains pays, les femmes n'ont pas de droits. Ici, elles ont des droits et il faut qu'on leur... Puis elles ne peuvent pas changer du lendemain, là, tu sais, je veux dire, c'est génétiquement ancré dans elles. Donc, on doit aussi les accompagner dans cette étape. Donc, leur apprendre nos lois, notre égalité. Vous ne pouvez pas atteindre totalement, là, je voudrais quand même le passer au passage, mais qui ont le droit, par exemple, d'avoir des allocations familiales, que c'est à elles. Et ça, c'est si on travaille avec des femmes qui sont encore avec leur mari. Souvent, il y a eu des situations où il faut qu'on y ait de façon très délicate.
pour la protection de la femme, parce que des cultures où la femme ne peut pas sortir si le mari n'est pas là. Il y a cette situation-là, mais il y a aussi toute la culture qu'on doit leur inculquer, okay, pour qu'elles soient en mesure de l'affronter. Donc ça, c'est pas non plus facile parce que c'est pas dans nos missions. Mais on va le faire quand même parce que ce sont des femmes monoparentales, souvent, ou ce sont des femmes en processus de séparation, des femmes violentées qu'on va référer, mais qui peuvent revenir chez nous par la suite pour d'autres activités. Donc, et le problème, moi, je souhaite pouvoir aider le plus de femmes possible, mais pour l'instant, des fois, elles ont peur, elles ne savent pas comment agir, elles traînent les peurs qu'elles ont emmagasinées dans leur propre culture, là. Moi, je pense clairement que c'est sûr que nous, on ne s'occupe pas des hommes, mais on va s'occuper des hommes par rapport à un programme bien précis. Je peux en parler par la suite, mais comme société, quand on accepte d'accueillir des immigrants ou des réfugiés, il faut qu'on soit en mesure, okay, de les intégrer. Et ça, c'est un problème ici au Québec. On ne les intègre pas. En tout cas, on ne leur facilite pas la tâche. Et les intégrer, là, c'est pas à eux de s'intégrer toutes seules. Je pense que nous, comme gouvernement, comme peuple aussi, on doit participer à leur intégration. On doit leur ouvrir les espaces, mais on doit aussi les accompagner là-dedans. C'est ce qui se fait pas. C'est souvent encore les groupes communautaires qui ont encore cette charge-là supplémentaire supplémentaire à leur mission d'être en mesure aussi. Parce que c'est sûr que si on travaille avec une femme, puis qu'elle nous demande de l'aide pour travailler aussi ou de faire comprendre certaines choses avec à son mari, bien, tu sais, on peut référer, mais en même temps, c'est pas dans notre mission non plus, là. On a un programme, j'en parlais tantôt, du programme d'action communautaire pour enfants, où on travaille avec les familles. Souvent, à 80%, c'est des femmes monoparentales, c'est clair. Mais il arrive des cas où c'est des parents, et donc l'homme, le papa est là, et souvent dans une autre culture aussi. Donc, on doit être en mesure de leur indiquer les bonnes ressources, les bonnes façons de faire. C'est pas tout le temps non plus facile, parce que souvent, quand on fait affaire avec certains types de personnes, il y a une fermeture quand ils voient arriver des femmes. Donc, ça aussi, mais je pense que c'est un travail à faire à long terme avec eux. Et je pense que sans la collaboration du gouvernement, les groupes communautaires ne peuvent pas encore se mettre la charge sur les épaules de pouvoir régler tous les problèmes de la Terre, là, tu sais. C'est ça, j'imagine. De toute façon, une culture comme ça, quand ça fait plusieurs années, ça ne change pas en claquant des doigts non plus, tu sais. On a un rôle important à jouer comme société de pouvoir les accueillir et les intégrer, parce qu'on ne peut pas les laisser à eux-mêmes. Ça, c'est clair. Et puis les immigrants, quand on leur ouvre les bras, les immigrants ou réfugiés, quand on leur ouvre les bras et qu'on travaille avec eux, ensemble, ça donne des super bons résultats. Ça prendrait un État laïque. Ouais. Mais ça, c'est personnel que je le dis, là. Mais enfin, oui. Mais en même temps, nous, on est un centre de femmes qui avons adopté les 5 valeurs de la Marche mondiale des femmes. Donc, une de ces valeurs est la solidarité et la paix. 2 de ces valeurs, c'est solidarité et paix. Donc, quelle que soit l'origine de la femme, on doit être solidaire entre nous. Et je pense que c'est un apprentissage. C'est un apprentissage de pouvoir se comprendre. C'est pas toujours facile. Puis je suis la première, là. Il n'y a personne de parfait. Mais c'est pour ça qu'ici, à Renouvier, on essaie aussi d'intégrer des activités pour que les femmes puissent apprendre à vivre les unes avec les autres. Puis je pense que ça s'apprend. C'est pas à elles, c'est aussi à moi de l'apprendre. Parce qu'on est tous des humains, on est tous des femmes, puis je pense qu'on est en mesure de parler le même langage quand on s'en donne la peine. Des cas est arrivé à Renouvier, je pourrais pas vous dire exactement la date, j'étais peut-être pas encore là, mais elle est arrivée via le programme Mère-Amie, donc de PASS, où est-ce que, pour travailler les compétences parentales. Donc, le lien s'est rapidement créé entre l'intervenante et DECA pour s'apercevoir que DECA, ce n'était pas nécessairement des problèmes de compétences parentales comme des problèmes d'une réfugiée qui arrivait ici et qui essayait de s'en sortir. Elle était bloquée partout. Comme elle était bloquée, elle ne pouvait pas aller aux études. OK. Bon, elle a été bloquée au début à l'aide sociale, après ça, elle a été bloquée au niveau des études. Donc, elle est arrivée chez nous un peu... bon, elle est arrivée chez nous via le programme, mais peu à peu, on l'a aidée dans ses démarches. Bon, on l'a aidée, on l'a référée
pas à des endroits, mais on a référé, on l'a aidé dans les démarches de base. Par exemple, la question de la reconnaissance des acquis. Elle avait un diplôme d'école, elle est arrivée ici avec quand même un diplôme de droit au Djibouti. Donc, elle ne connaissait pas, personne ne lui avait dit qu'elle pouvait faire de la reconnaissance des acquis. D'ailleurs, elle est arrivée ici, réfugiée avec ses 2 bébés en dessous des bras, là, à l'aéroport. Elle s'est fait loger par un de ses frères qui a voulu abuser d'elle dans son rôle d'homme. Alors, elle est partie chez une collègue. Elle est là depuis ce temps-là. Elle a fait une demande. On l'a aidé à faire une demande de logement social. On l'a aidé à faire sa reconnaissance des acquis. Et on l'a accompagnée au club pour être en mesure qu'elle puisse avoir un cours de recherche d'emploi, d'être guidée dans même la possibilité de refaire un autre type de cours parce qu'elle ne voulait pas pratiquer le droit, elle devait faire tout son barreau, là. Puis elle voulait, c'était sa décision de se dire, moi j'aimerais ça faire un cours par exemple de secrétariat. Elle aurait été acceptée, mais là elle a été bloquée au niveau de l'immigration, qui ne voulait pas en tout cas, qui n'était pas encore capable de lui délivrer son certificat de... Et donc, elle a attendu, et elle se fâchait parce qu'elle se disait, j'entends tous les préjugés qui existent contre les immigrants, contre les assistés sociaux, et moi, je fais tout pour m'en sortir et personne m'aide. L'État, en fait, les structures ne l'aident. Donc, elle était confrontée à ça. Elle est revenue, elle était tout le temps avec nous. Elle est revenue même donner du temps à Renouvi pour une marche à Centraide, dans le cadre de la campagne de levée de fonds de Centraide. Elle est venue marcher avec nous. Elle comprend très bien l'action communautaire autonome. Elle a le goût de s'impliquer, sauf que pour l'instant, il faut qu'elle sorte de sa difficulté, recherche de logement, recherche de travail, recherche de cours. Là, elle est venue encore chez nous et on a appelé le député. On s'est dit, on va faire appel au député qui va essayer peut-être de t'aider, mais peut-être de comprendre aussi la situation de ces personnes-là. Tu sais, que les gens sur l'aide sociale, c'est pas tous des gens qui veulent rien faire, hein? Au contraire, il y a beaucoup d'entre elles et d'entre eux qui veulent s'en sortir, mais qui n'ont pas les moyens ou qu'on leur donne pas les moyens de le faire. Donc, on est allé, on a fait des démarches. Et conséquemment à ça, elle a reçu de Ottawa son papier. On a fait des pressions pour qu'elle puisse au moins avoir le droit d'étudier, parce que c'est ce qui lui manquait. Alors, on est là présentement, on l'accompagne toujours. Elle est très autonome, elle est très capable de pouvoir faire... Tu sais, on l'accompagnait au début pour se trouver une garderie, parce qu'elle ne savait pas comment ça fonctionnait. Puis elle a compris très vite. À un moment donné, elle trouvait que la garderie où elle était, ça ne marchait pas. Elle a elle-même fait les démarches pour une autre garderie. Elle va mener ses enfants régulièrement en autobus. Elle revient. Elle est vraiment une femme mais qui se bat depuis 2 ans et elle est épuisée parce qu'elle se bat contre un système. Nous, on est là pour l'aider, mais on ne peut pas changer les choses. Sinon, l'accompagner dans ce qu'elle fait et de lui donner les ressources nécessaires pour qu'elle puisse elle-même, après ça, faire elle-même son propre cheminement. Sortir de l'isolement aussi, parce qu'elle est arrivée ici, elle avait un frère avec lequel elle a coupé. Elle ne connaît pas personne d'autre. Là, elle avait une compatriote, mais à un moment donné, elle a besoin aussi de pouvoir connaître la communauté, s'y intégrer. Donc, elle a besoin de connaître d'autres femmes. C'est ce qu'elle fait présentement, là, via Renouvi, mais via d'autres organismes auxquels elle va s'impliquer. Plus qu'elle comprend, puis plus qu'elle est en colère, je pourrais vous dire qu'elle est vraiment consciente, OK, de ce qui se passe, parce qu'elle se dit, elle a tout fait. Elle est passée des permis de conduire. Elle a eu plein d'embûches, plein d'embûches, et elle a l'impression, puis je la laisserai elle-même vous l'expliquer, mais elle a vraiment l'impression qu'on ne favorise pas l'aide au niveau des instances gouvernementales. C'est des blocages. Donc, pour nous, ça nous interpelle parce que pour un cas, nous, on l'a accompagné, mais pour un cas qui était vraiment motivé, mais du plus haut point à vouloir s'en sortir, imaginez-vous les gens qui ont besoin de motivation, il n'y a pas d'issue. Surtout qu'on ferme le club en plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour nous, on est sans mots. On ne peut pas faire plus que qu'est-ce qu'on fait présentement et on n'a pas les moyens, surtout ni financiers, mais ni politiques, pour pouvoir les aider, les intégrer et leur faciliter la tâche. C'est sûr que avant, personnellement, moi, je l'ai rencontrée une fois pour essayer d'aider parce qu'elle était vraiment dans un programme Mère Amie, puis ça travaillait sur les compétences parentales. Bon, après ça, moi, je suis arrivée, puis j'ai donné d'autres ressources, comme par exemple toute la question de la reconnaissance des acquis. Et des cas
comme j'imagine plusieurs réfugiés, sont tout le temps sur les réserves. Hein. Au début, là, moi, je me souviens, au début, la première rencontre, c'est comme si j'étais une intruse dans sa vie. Là. Elle avait peur. C'était comme, je pense que c'est normal. Là. On ne sait pas à qui on a affaire. Je pense que quand je la vois, elle s'intègre bien. Elle n'a jamais critiqué la société, la culture, là. C'est plutôt les embûches qu'elle a dû avoir. Elle se sent en sécurité ici. Okay? Mais c'est sûr qu'elle a besoin d'un logement, elle a besoin de faire grandir ses filles dans un lieu sécuritaire, et ça, elle peut l'avoir. Mais je pense qu'elle est épuisée. Parce que c'est pas facile de se battre là, continuellement. Tu veux t'en sortir. Elle aurait pu rester assise puis toucher son aide sociale et ne rien faire. Je pense pas qu'il y ait de grand monde là, qui soit à l'aise là-dedans. Là. C'est pas, mais non, c'est pas ce qu'elle voulait. Puis, tu sais, pour moi, la meilleure façon d'intégrer une société, c'est de travailler ou aller aux études. C'est de rencontrer des gens puis de rencontrer la vie quotidienne des gens. Mais pour l'instant, elle est, en tout cas pour moi, c'est une victoire pour notre organisme de l'avoir accompagnée et de voir à quel point elle fait ses démarches toute seule. Elle fait son épicerie, en tout cas, elle fait son épicerie. Elle essaie d'avoir un auto. Là, on essaie juste de travailler avec elle sur la question de l'alimentation. Parce que c'est sûr que tous les immigrants, on en a vu un peu partout dans les reportages, ils ont une façon de se nourrir. Donc, on travaille un peu pour qu'ils puissent apprendre notre culture au niveau alimentaire, mais surtout pour les enfants aussi. Les enfants vont à la garderie, apprennent autre chose. Vous savez, les immigrants ou les réfugiés apprennent beaucoup de leurs enfants aussi, qui s'intègrent parfois plus facilement dans la société. Puis c'est eux qui décident, en tout cas, qui tracent la voie aussi au niveau des parents, et ça, c'est extraordinaire. Là. La famille est arrivée plus tôt que prévu. La dernière fois, ici, on vous avait dit qu'on les recevait en mai, début mai, mais c'est la semaine dernière, la Croix-Rouge à Beyrouth a choisi d'envoyer notre famille plus rapidement parce que madame est enceinte de 30-31 semaines la semaine dernière et ils ont choisi de la mettre dans l'avion plus tôt pour des raisons, bien sûr, de prudence. Et nous, ça nous a obligés d'aller plus vite et de mettre les bouchées doubles pour pouvoir les héberger. Alors aujourd'hui, c'est mardi le 1er mars et demain, on les accueille dans leur logement. On a réussi là, en grande vitesse d'avoir un logement disponible, bien aménagé. Et demain, c'est le grand jour pour notre famille là, de rentrer dans leur logement. Avant ça, il a fallu les héberger temporairement et on a réussi, avec la collaboration des réseaux sociaux et la vôtre et celle des autres médias, d'alerter la population et on a eu vraiment une réponse favorable. À la toute dernière minute, une famille de Saint-Constant extraordinaire héberge présentement, en attendant, cette famille-là de façon vraiment formidable. Donc, on a pu traverser cette période-là d'attente pour le logement. Et demain, c'est le grand jour. Cette famille-là, pour la première fois depuis pratiquement 2 ans, va coucher dans chacun leur lit. Ils ne couchaient dans un seul lit. Imaginez 3 jeunes enfants, 2 parents, couchés dans un grand lit double là, de travail comme ça. C'était leur pain et leur beurre de tous les jours pendant pratiquement plus de 18 mois là-bas. Ils restaient dans une seule pièce et sans eau potable, la toilette à l'extérieur. Donc, les conditions n'étaient pas faciles. Donc, ces parents-là, cette famille-là va commencer à revivre dans un appartement. Il fallait voir les yeux du père quand on lui a montré le logement. Il regardait ça comme si c'était le début d'une autre époque. Et c'est vraiment émouvant de voir ça. Ça nous fait grand plaisir et la collaboration du milieu est extraordinaire. Je vais juste peut-être revenir sur, justement, vous recevez l'appel le mercredi, je pense? Oui, mercredi, il y a 2 semaines. Mais juste, qu'est-ce qui s'est passé, là? Est-ce que ça s'est on m'a demandé si j'étais assis, j'ai dit oui. Ils ont dit, là, votre famille arrive dans la nuit de jeudi à vendredi. Wow! Là, j'ai dit, écoutez, on ne l'attendait pas, là.
Et puis, nous autres, on avait déjà choisi notre famille, ça marche par profil, donc on l'avait déjà désigné, notre demande était partie. Fait que là, il ne s'agit plus de reculer parce qu'eux, ils savent qu'ils s'en viennent et qu'ils sont pris en charge. Alors là, on était comme... il a fallu comme mettre, comme je vous dis, les bouchées doubles et on a vraiment opéré rapidement. Mais c'est là qu'il a fallu trouver un hébergement temporaire et un logement disponible, parce que les appartements disponibles immédiatement, en mars, sont plutôt rares. C'est tous jouent en mai, en juin. Donc, par chance, on a eu... Tout est tombé en ordre, mais je vous garantis que j'ai passé 3 jours assez intenses. Là. Jeudi, vendredi, samedi, c'était l'enfer. Mais tout ça passe bien pour le moment. Mais le plus beau moment, c'est vendredi soir. Il était à l'hôtel Marriott, près de l'aéroport. La Croix-Rouge a un étage à l'hôtel là-bas. Ils reçoivent tous les Syriens temporairement à cet hôtel-là. C'est là qu'ils arrêtent. Et ils ont une installation dans un salon et toutes les familles sont là. Et mon interprète du ministère de l'Immigration m'attendait et j'allais rencontrer ma famille. Et j'étais fébrile, là, vraiment comme la naissance d'une nouvelle famille. J'allais les rencontrer, le premier contact, tout ça, on est arrivé avec des jouets. Entraide Mercier nous avait donné des jouets. Alors, on était vraiment bien reçus. Puis là, on a tout expliqué un peu les prochaines étapes. Et c'était vraiment impressionnant parce qu'eux, là, ils étaient complètement... comme on dit, sous le choc en même temps, mais ils ne comprenaient pas nécessairement avec un interprète. Ils étaient unilingues arabes. Alors, à chaque fois qu'on s'adresse à eux, c'est via un interprète. Donc, c'est beaucoup pour eux. Et il a fallu prendre ça étape par étape, mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Et, bon, vous avez commencé à dire un peu, là, ils ont été un espèce d'1 an et demi, 2 ans, 18 mois. Au moins. Mais c'était quoi un peu, un petit résumé de leur périple? Oui, en fait, ça a commencé en décembre 2013, pour faire une histoire assez simple. Là, ils ont quitté leur ville natale, qui était Conakry, c'est 60 km de Damas, à l'est de Damas, en plein bombardement. C'est une des premières... Il faut comprendre quelque chose, c'est que tout a commencé en Syrie au printemps arabe, c'est au printemps 2013. Et là, il y a eu la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Yémen et la Syrie. C'est des pays où la jeunesse, au-delà de 35 % de la population a moins de 25 ans. Alors, il y a beaucoup d'attentes et d'espoir pour cette jeunesse-là. Et devant la corruption et les gouvernements de dictature, tout ça, la jeunesse a décidé de prendre la rue avec les réseaux sociaux. Il faut s'en rappeler, là. Ça, c'était en 2013, ce printemps-là. Et en Syrie, le régime Bachar el-Assad a répondu par les bombes, par la répression, par l'arrêt des droits, l'interruption des droits humains, la répression, les mesures de guerre. Alors, ça n'a pas été long qu'en Syrie, il y a des groupes d'opposition, des citoyens qui sont mis en groupe d'autodéfense et la guerre a commencé, la guerre civile a commencé assez vite. Donc, dès décembre 2013, les bombardements pleuvaient d'un bord ou l'autre et la porte était ouverte pour le radicalisme. Et l'État islamique s'est installé en Syrie. Et là, il y a eu... les civils étaient coincés dans ces bombardements-là. Alors, notre famille, à nous, était à Conakry, dans leur ville. Et devant les bombardements, il a fallu fuir. Mais le premier qui a sorti de la ville, c'est Aïssam, le père, parce qu'il enrôlait de force les jeunes hommes comme lui. C'est « tu t'enrôles ou on te tue ». Alors lui, il s'est sauvé avec un groupe de jeunes hommes, laissant sa famille sous les bombes. Pendant 6 mois, il s'est caché, sans savoir si sa famille était vivante ou pas sous les bombes. Et il y a eu une accalmie. 6 mois plus tard, il a réussi à revenir dans sa ville, reprendre sa famille et se sauver au Liban pour s'installer dans un camp à Beyrouth. À Beyrouth, les camps, les conditions étaient absolument difficiles. La sécurité n'était pas garantie pour sa famille. Donc, il est resté là 3 semaines. Et là, il a quitté à nouveau sa famille pour travailler dans une ville à côté, dans la construction, ramasser un peu de sous. Et là, reprendre sa famille pour rester dans un petit logement, une chambre qui faisait office de salon, de cuisine et de salle de coucher. Un seul lit pour les 5. Et comme ça, sans eau potable, pas de toilette là, la toilette à l'extérieur. L'eau potable était fournie par la Croix-Rouge dehors. Des conditions difficiles. Ils ne mangeaient pas chaud.
Alors, imaginez, ils arrivent de cette situation-là. C'était leur condition durant tout ce temps-là. Alors, tous les détails sont importants. Quand ils reviennent ici, là, ils réapprennent, en fait. C'est un cauchemar, là, et ils sont en train de reprendre la possession de la plupart je dirais, de leur dignité. Absolument. Bien, il y a un interprète qui va les accompagner parce qu'étant unilingue arabe, il faut absolument qu'il y ait un interprète et on a les services d'un interprète là, qui nous permet de pouvoir traduire avec eux ce qu'ils vivent. Et là, on commence à les approvisionner, à se familiariser avec la nourriture, les magasins, les commerces arabes qui vendent des produits arabes. Après ça, bien, il y a actuellement, c'est les examens de santé. Madame, on a des rendez-vous, le gynécologue est trouvé, le dentiste est trouvé. Là, c'est le scolaire. La plus vieille a 7 ans. Elle va rentrer à l'école la semaine prochaine, ici, là, près de leur logement. Une garderie familiale, c'est 7, 5 et 2 ans, les 3 enfants. Donc, le plus jeune va avoir une garderie familiale. Le 5 ans, lui, il va rester avec sa mère parce qu'il n'y avait pas 5 ans, c'est une question administrative, là, au 30 septembre. Mais l'année prochaine, il va être éligible à la maternelle. Donc, il faut trouver il faut installer les familles pour permettre à madame de se dégager un peu, pouvoir vivre sa grossesse, parce qu'elle accouche au mois d'avril. Il y a un nouveau-né qui s'en vient. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, mais on fait ça étape par étape et on a une très belle collaboration de la communauté châteauguoise, le Grand Châteauguay. Pas oublier, quand je dis Grand Châteauguay, ça inclut Mercier et Saint-Constant, tout ça. C'est vraiment formidable le milieu qu'il y a ici. Oui, bien écoutez, c'est là que fait la force du groupe. On a un groupe de bénévoles assez formidable où chacun a des contacts. Vous savez, c'est toujours des gens avec des gens. Hein? Je connais quelqu'un, etc. Et là, vraiment, j'ai eu une collaboration, beaucoup d'offres des gens qui me disaient, il y a telle place, tel endroit. Et on a fait vraiment un ratissage de ce qui était possible d'avoir comme logement. Et c'est comme ça qu'on a trouvé l'appartement. Un de nos contacts a appelé, etc. On a épluché tout ce qui était disponible, libre immédiatement ou pas libre, ou en tout cas les différentes possibilités. Puis, c'est pas moi seul, mais moi, j'étais un peu si vous voulez, je recevais cette collaboration-là et vraiment, c'est impressionnant. La force du groupe est impressionnante. On a un comité d'environ 12 personnes là, qui sont vraiment là, des retraités, la plupart, mais impliqués et très présents dans la communauté de Châteauguay. Je le répète souvent, Châteauguay est considéré comme un creuset du communautaire très fort, très tissé serré. Et encore une fois, là, on l'a vu d'une façon phénoménale. C'est vraiment beau à voir l'esprit communautaire qui existe à Châteauguay. Les gens n'ont pas du tout peur de mettre l'épaule à la roue et même la main dans leur poche parce que notre campagne de financement va relativement bien. Bien, en fin de semaine, on a vécu un bel événement, Old Lady Perpetual Help. C'est une paroisse anglophone sur McLeod. Et on réussit à faire une campagne, une soirée potluck, 9 000 $ de ramasser d'une seule soirée. Ça nous permet de dépasser le cap de 20 000 $ dans notre campagne de financement. Pour nous, là, c'est une grande étape. On est assuré d'avoir les sous qu'il faut pour assurer 1 an de logement et d'hébergement de subsistance pour notre famille. J'imagine que vous allez continuer. Vous disiez 24 000? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir d'autres... Oui, il y a un souper spaghetti le 23 avril à la Shop. Ça va être notre prochain gros événement. Là, on invite les gens à venir nous encourager le samedi 23 avril à la brasserie La Shop, un souper spag à notre honneur. Oui, c'est-à-dire que c'est difficile d'arrêter un élan de générosité. Puis on sait qu'il y a d'autres besoins, puis qu'il y a d'autres familles qui arrivent. Le phénomène des réfugiés et de l'immigration est un phénomène continuel. Et il n'y a pas seulement que des Syriens.
il y a des Somaliens, d'autres familles. Vous avez sûrement reçu des gens d'autres communautés qui vivent la même réalité. Donc, c'est la même générosité. Puis nous, cet argent-là, c'est sûr qu'on veut la faire profiter pour ces familles-là. On s'en voudrait de fermer la porte après notre campagne. Et il n'est pas exclu qu'on établisse une espèce de base permanente là, pour permettre de recevoir d'une façon assez continue. Puis que Châteauguay, le grand Châteauguay, mette l'épaule à la roue dans l'élan communautaire qui nous attend dans les prochaines années. Mais là, le 2 mars, vous êtes dans la fébrilité là, des installés, là, parce que là, juste avant de rentrer en onde, il manquait des matelas. Puis... Oui, exactement. Là, on est dans les meubles, le mobilier aujourd'hui, le 1er. Et le 2, là, on achète le manger pour le frigidaire, un peu la bouffe, on installe les gens. Demain, c'est la première grande nuit. Pour la première fois, je ne l'ai pas dit tantôt peut-être, ou en tout cas, je ne sais pas, je me répète, je m'excuse d'être redondant, ils vont coucher dans leur propre lit. Chacun va avoir un lit, ce qu'ils n'ont pas vécu pendant 2 ans. Ils couchaient accordés dans un grand lit double. Je pense que je l'ai déjà dit. Mais c'est important pour nous. C'est des détails, mais pour eux, là, c'est comme, généreux. Et manger eux-mêmes dans une famille, seuls, dans un appartement. Ils ont vécu la promiscuité toujours avec plein de monde. Alors, c'est beaucoup pour eux. Se déposer, avoir le rythme de vie, puis commencer à apprendre le français ensuite. La semaine prochaine, c'est le début des cours de francisation pour monsieur, pour lui permettre après ça d'intégrer des milieux de travail qui lui seront attribués selon ses compétences. Lui, c'est un travailleur de la construction, un manuel. Il est travailleur sur la construction, c'est ça qu'il connaît, mais je vous avoue, je l'ai transporté récemment en auto comme ça, et je le regardais, il reculait un peu, il regardait la construction au Canada, il voyait des buildings se bâtir, puis il était un peu perplexe parce que c'est pas du tout le même type de construction. Hein? Les poutres en acier ici, là-bas, c'est du mortier avec des poutres en bois, tu sais. C'est pas du tout la même chose. Fait qu'il faut qu'il réapprenne le métier, là. Ici, c'est pas pareil. Là. Il était très attentif. Les projets de construction, là, il regardait ça 2 fois, là. La santé, sécurité, tout ça, il a tout à apprendre, mais il veut, comprenez-vous, il est très volontaire et c'est beau de voir ça. On a hâte de l'impliquer dans ça. Puis la communauté syrienne est très impliquée dans le milieu de la construction, au milieu des affaires, donc il y a déjà des petites pistes de travail. D'ailleurs, ils rencontrent le vendredi, c'est les musulmans, c'est le vendredi, c'est le jour de prière. Alors ici, à la mosquée, ils n'échappent pas, c'est le vendredi qu'ils se rencontrent tous. Vendredi prochain, il va faire un premier contact avec les musulmans de la mosquée sur d'Anjou. C'est important. Ces gens-là sont solidaires entre eux et ils vont s'aider. Il y a des gens qui sont prêts à l'aider pour à la fois se trouver de l'emploi et contribuer à la société comme il se doit. Parfait. Je voulais peut-être embarquer justement dans votre citation. Là, oui. Faire la différence entre l'immigration et quelqu'un qui est réfugié. Oui, c'est bien important parce qu'on mélange souvent ça. Les gens nous disent, puis vos immigrants, comment est-ce qu'ils vont, tout ça. Les termes sont importants. Un mot, c'est un mot. Immigré et réfugié, c'est 2 choses différentes. Et en peu de mots, je vais vous expliquer un peu la différence. Un immigrant achète librement son billet d'avion, conserve sa citoyenneté et peut retourner dans son pays en tout temps. Il est vraiment libre. Il peut revenir, il peut voyager. C'est lui qui décide. Un réfugié abandonne tout derrière lui, quitte en catastrophe, ne sait pas où il aboutira, perd sa citoyenneté et ne peut plus jamais revenir dans son pays. Imaginez la différence. C'est le saut dans le vide, le stress. Il tourne la page, mais il ne sait vraiment pas. Il quitte tout, il laisse tout tomber. Et sa job, sa terre, sa maison, sa famille. Et il est sûr que, à moins que sa famille revienne, sortent, font le même périple que lui, il ne le verra pas. Tandis que l'immigrant, lui, c'est un citoyen qui se déplace, qui demeure citoyen dans son pays. Et il peut prendre tous les droits des deux. Il peut vraiment revenir travailler s'il veut, faire carrière, étudier, revenir dans son pays. Une liberté qui n'appartient pas du tout aux réfugiés actuellement. C'est beaucoup, ça. C'est vraiment beaucoup. Comme zone de stress, là, c'est totalement différent. Et
je vais revenir parce que c'est ça, là, on a fait une émission avec Deka, qui vient du Djibouti, qui est débarqué à Châteauguay, et puis il n'y avait pas de structure d'aide. Dans le communautaire, il n'y avait rien pour les réfugiés. Est-ce que vous trouvez que c'est un manque, en fait? Parce que les Syriens ont pris beaucoup de place médiatiquement, avec raison. Puis là, il y en a d'autres qui arrivent puis qui savent pas où se lancer. Oui, ça nous a fait rendre compte, en fait, nous, là, je dis notre groupe de bénévoles, mais aussi, je pense, que la société en même temps. Les grands centres ont eu l'habitude de recevoir ces personnes-là. Montréal, Québec, Sherbrooke, Grimby en est une, qui est une organisation série à Grimby qui est assez active. Mais en dehors des grands centres, on n'a pas l'habitude de ces accueils-là. Je sais que lors de l'arrivée des Boat People vietnamiens dans les années 80, une quarantaine de familles ont été accueillies ici, en général, là, par différents groupes. C'est beaucoup quand même. Et ces Vietnamiens-là, maintenant, ben, la génération suivante, ils sont partout. Ils parlent français comme moi et vous. Ils sont professionnels, pharmaciens, médecins, comptables. Ils s'investissent, ils engagent, ils contribuent à la société. Fait que c'est des élans qui sont importants à intégrer. Mais ça rapporte dans la société. Donc, on contribue à la richesse de notre ville, notre région. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et bien sûr, Châteauguay il veut s'inscrire dans cette dynamique-là. Et on a intérêt à faire en sorte qu'on installe une espèce de permanence, de pérennité dans cette habitude-là. Parce que ces élans-là sont là. On a eu des demandes, on a souvent 2, 3 fois en linge, en meubles. Donc, on a beaucoup de demandes, mais on a une seule famille actuellement. Mais on a à faire profiter d'autres organismes et d'autres familles. C'est arrivé, ça va s'arriver encore, et nous concevons que... puis nous sollicitons beaucoup l'appui, entre autres, puis on l'a, je pense, l'appui des politiciens. Parce qu'eux, là, qu'on soit député fédéral, provincial, mairesse, ils reçoivent des demandes continuelles de ces immigrés-là. Et ils voient bien qu'il n'y a pas d'instance pleine, commune, installée de façon permanente dans la communauté de Châteauguay pour coordonner ces actions-là. Si on peut faire en sorte qu'on peut faire naître cette initiative-là de façon permanente, on va le faire. Ça nous fait... Moi, en tout cas, je considère que c'est important. Mais il faut vraiment voir la façon dont on pourrait rendre pérennité un organisme. Il s'agit d'installer une permanence. Ça comprend un local, une permanence, un salaire. Et il faut faire attention. Les gens ne donnent pas pour payer un salaire. Les gens veulent que leur dollar contribue directement aux personnes. Donc, ça prend un support du gouvernement, une volonté politique pour installer une base de financement pour qu'on n'ait pas à revivre ce que plusieurs organismes communautaires ont, des déficits ou des difficultés financières continuelles. Donc, il faut mettre au monde un organisme qui soit viable, ce que je veux dire. Donc, ça prend un appui solide du gouvernement au départ. Il y a des conditions gagnantes à faire pour ça. Mais c'est sûr qu'on pourrait faire un organisme qui continue à être bénévole, qui se constitue en OSBL, mais le bénévolat a ses limites dans ça. Et quand on parle de permanence, si c'est continuellement bénévole, ça peut être appelé à tomber. Donc, il y a un enjeu bien important. Celui de la permanence, bien, à côté, il y a une équation, c'est celui du financement. Et que le dollar qui est donné par le citoyen aille directement dans les besoins des personnes touchées et non pour payer un salaire. Là, il y a un enjeu là, avec lequel je suis qu'il faut être préoccupé et lucide dans ça. Les moins chers au Canada sont à Montréal. Imaginez, à Toronto, à Vancouver. Ils ont eu des problèmes d'ailleurs à Toronto d'hébergement. Ils les ont encore. Les gens sont reclus dans un hôtel ou dans le quartier chinois et ils n'ont pas de place à cause que les loyers sont trop chers. L'investissement, là, il y a un problème social au niveau de... Ça provoque un questionnement sur l'hébergement social.
si ça peut ouvrir encore une vision pour avoir plus d'hébergement pour le peuple, pour la population en général. Les loyers sont trop chers, donc on spécule trop haut. Donc, lorsqu'on a un élan d'humanité, on pourrait même en parler pour nos propres citoyens aussi. Ça amène un questionnement social. Ça amène alors, la question du logement social à Toronto, il est devenu, avec l'arrivée des Syriens, encore plus aiguisé, mais il existait déjà pour la population générale. Des quartiers qui se gentrifient, qui deviennent embourgeoisés, dont les logements sont inatteignables sur le plan des coûts, c'est prohibitif. On ne peut pas accueillir des personnes vulnérables qui ont le besoin. Donc, ça éprouve le tissu social. Et c'est important comme questionnement. Il faut en profiter. Il faut regarder si on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Et c'est un peu ça qu'on fait ici. Ça nous sollicite, mais encore une fois, on a une communauté qui est quand même abordable sur ce plan-là. Puis ça nous permet d'en profiter pour héberger ces personnes-là de façon adéquate. J'invite les gens qui veulent donner, continuer à le faire, là. Il y a toujours notre Gmail, réfugiés.chateauguay @gmail. Et on a une ligne aussi, une ligne téléphonique, le 514-217-4842. Et puis on a une page web, www.cargc, Comité d'accueil des réfugiés du Grand Châteauguay. Et vous pouvez, Facebook aussi, vous êtes complet, Facebook, vous faites Comité d'accueil des réfugiés du Grand Châteauguay. Sur Facebook, on a un suivi avec des photos de nos principales étapes de ce qu'on vit. Alors voilà, on est bien équipé pour redonner l'information régulière aux gens. Et merci encore une fois de votre accueil.